Difficile d'attaquer sur la digestion. J'ai eu deux questions dans le repas ou avant. Un sur les échauffements et deux sur les transitions. J'ai oublié de parler ce matin. Sur l'échauffement, j'en ai touché deux, trois mots sur le terrain et après. Sur une phrase tout le temps, il vaut mieux un bon échauffement qu'une mauvaise séance. L'échauffement, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas un truc par-dessus la jambe. C'est quelque chose qu'on doit faire avec un protocole et avec des protocoles. Un protocole pour l'ensemble du décathlon et des protocoles pour l'ensemble des épreuves du décathlon. Donc, le protocole pour l'ensemble du décathlon, je reviens sur la courbe que je vous avais fait ce matin. Si ça c'est le summum de l'échauffement, au niveau température, au niveau corporel, au niveau concentration, au niveau tout ce que vous voulez, plus vous mettez de temps pour atteindre ce sommet-là, plus ça a des chances de durer derrière. Donc c'est du gain d'énergie pour le reste de la compétition ou de l'entraînement. Donc un échauffement digne de ce nom, c'est du temps. C'est pas 5 minutes, c'est pas un quart d'heure, c'est plus. Suivant le temps qu'on a à sa disposition pour le séance d'entraînement, suivant les déplacements avant une compète, suivant tout ça, on doit prendre du temps. Donc l'échauffement, c'est passer d'un état zéro à un état qui est susceptible de nous faire digérer ce qu'on va faire après. Voilà. Ensuite, c'est un échauffement, vous voyez ce que ça veut dire monter la température du corps. Donc ça impose une intensité de certains efforts. Et ensuite, c'est un échauffement qui va vers ce qu'on va rencontrer après. Donc, je l'ai dit ce matin, les amplitudes et les intensités qu'on va rencontrer soit dans la séance, soit dans l'épreuve. Donc on doit aller vers un échauffement qui se dirige vers ce qu'on va rencontrer après. Après, il ne faut pas que l'échauffement de compète soit différent de ce qu'on fait à l'entraînement. Je vais bien donner des exemples. À Glasgow, cet hiver, avec Solène, Dama, pour moi, elle a fait trois pentathlons dans un. C'est-à-dire qu'elle s'est chauffée 3 fois trop. Trop sur les haies, trop en hauteur. Elle a fait 6 courses d'élan complètes en longueur avant le concours. Ce qui fait que si on voit les vidéos, j'aimerais bien les revoir, mais ses sauts d'échauffement en longueur étaient à 6,50. Elle fait 6,20 dans le concours. Donc, pour moi, elle a fait 3 pentathlons par sécurité. À l'époque, il y avait Odile Lesage, qui était coutumière du fait. Odile, moi je lui ai déjà dit, tu fais 3 heptathlons dans un. Pour se sécuriser, pour prendre des marques, pour avoir le lancer de poids comme il faut. Elle faisait 3 fois trop d'échauffement. Alors qu'à l'entraînement, elle n'avait pas besoin de ça. Donc il y a une mise en place de ce que j'appelle des protocoles d'échauffement pour que, quoi qu'il arrive, en compète, on fait le protocole. De toute façon, c'est prouvé, et j'ai d'autres exemples à donner. Un exemple qui était le plus flagrant pour moi, c'était aux États-Unis, le championnat du monde en salle où il y avait Jérémy. Pas Eugène? Non, c'était à Portland. Portland, échauffement du poids à Portland de l'heptathlon. Tous les athlètes, tous, un par un, battent leur record à l'échauffement. Tous les athlètes, un par un, font 1 mètre de moins que leur record à la compétition. Ça veut dire qu'un bon échauffement, ça ne veut pas dire qu'on va être bon derrière. Et à l'inverse, un mauvais échauffement, ça ne veut pas dire qu'on va être mauvais derrière. Et j'ai souvent l'inverse. Donc on met en place un protocole à base de mimes, de situations, de mise en place de sensations, de sensations d'appui, d'alignement, de retard, de trucs. Mais pourquoi lancer, pourquoi se sécuriser? Et je peux aussi dire que quand c'est bon à l'échauffement, on s'excite, on se dit vivement qu'on s'excite, donc on est plus serein. Et quand c'est mauvais à l'échauffement, on s'énerve. Et le résultat, c'est le même. Donc on met en place des protocoles d'échauffement. Si on doit prendre ses marques en hauteur, une course d'élan, on recule d'un pied ou on avance d'un pied, puis c'est bon. Au deuxième saut, ça doit être réglé. Et à ce moment-là, il vaut mieux commencer une barre plus bas que la normale, mais dans une vraie situation de compète, que de faire 1, 2, 3 sauts de trop pour
modifier quelque chose que de toute façon va être encore modifié par la situation de contact. À la perche, il m'est arrivé avec les 4 gars de l'équipe de France de dire, vu le nombre de compétiteurs, vu votre niveau de perche, vous échauffez pas. En match international, hein, je dis vous échauffez pas du tout. À tel point que les autres équipes sont venues me voir en disant mais vous arrêtez, ils abandonnent tous. Non, c'est bon, ils commenceront quand même. Donc sans un saut d'échauffement, et tout le monde est passé au premier ou au deuxième saut. Il n'y a pas eu besoin de faire un échauffement, tout ça pour sauter 3 heures ou 4 heures après. Donc tout ça, ça s'apprend dès le plus jeune âge à mettre en place des protocoles d'échauffement. Après, sauf blessure, sauf le vent qui change, sauf on ne déroge pas à son protocole. On doit, après ce qu'on a mis en place, être sûr que dès le premier essai, on est performant. Là pour les échauffements. Après, l'autre question, c'est sur les enchaînements. Il y a un enchaînement dont on parle toujours, qui est problématique, c'est l'enchaînement 10, 110, 10. Mais à force de focaliser sur celui-là, on oublie tous les autres enchaînements. Et moi j'ai l'habitude de dire que tous les enchaînements sont un petit peu problématiques. Passer de 100 mètres à longueur, ça paraît évident que c'est pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. On ne court pas à fond en longueur comme on court à fond sur un 100 mètres. Il y a une adaptation technique qu'il faut trouver. Ensuite, quand on passe de sauteur en longueur à lanceur de poids, c'est encore complètement différent. Alors effectivement, le pire, c'est 110, vous êtes accroché après vos pieds et ça va que vers l'avant, et c'est en dynamique presque en l'air. Et au 10, on est plutôt ancré dans le sol et en plus en rotation. Donc bien sûr, c'est différent. Et il faut s'y habituer. Il faut s'y habituer à passer de l'un à l'autre. Donc ça s'apprend à l'entraînement, mais tous les enchaînements sont à mettre en place. Par exemple, et c'est sur peut-être un autre plan que le plan technique, et sur le plan physiologique, quand vous avez fini le saut en hauteur, que ce soit les filles ou les garçons, vous enchaînez soit sur le 200, soit sur le 400. Moi, ce que je vois en compète, c'est on finit le saut en hauteur, on fait une axelle et puis c'est bon. Eh ben non. Parce que quand on finit le saut en hauteur, il n'y a pas un capillaire qui est... peut-être un peu sur le stress, sur le machin, mais il y a tout ce qui va mettre en place le système aérobie et le système lactique n'est pas ouvert. Donc oui, on va faire un 200, mais la récup du 200 ou la récup du 400 va être altérée. Donc c'est important, quand on sort du 100 hauteur, on a fait que des courses élan qui durent 2 secondes, voire 3 secondes, c'est important de faire un échauffement vraiment global de courses, et de courses longues. L'axel ou les 2 axels, ça ne suffit pas. C'est re-footing, re-accélération, redépart en start, pour remettre tout le système capillaire, respiratoire en marche. Là, c'est un échauffement dont on ne parle jamais, et il y a des fautes qui ne se traduisent pas forcément par une contre-perte dans l'épreuve, mais qui se traduisent à long terme, sur la récup de l'épreuve et sur la tenue du décathlon. Passer de la perche ou de la longueur au javelot, là aussi, il y a de nouveau des protocoles à mettre en place. La longueur au javelot, il faut réchauffer l'épaule, qui n'a pas fait grand-chose en longueur, il faut se réapprendre à être plus au sol, à se déplacer en crabe, etc. Donc tout ça, c'est des petites choses, des petits enchaînements à mettre en place dans toutes les séances d'entraînement. Et ça empiète sur la programmation d'entraînement chez les jeunes. J'y vais ? Non ? C'est bon ? Vous avez répondu aux questions ? Sur la... Moi, je vais effacer tout ça. En fait, c'était bien les petits dessins de tout à l'heure. J'ai vu qu'il y en a qui confondaient le piano à queue avec... La queue, elle est derrière, hein, elle n'est pas devant. En général, c'est comme ça sur tous les êtres humains. Sur les pianos, c'est pareil. Je me demande pourquoi je dis ça, non ? Non ? C'est qui a fait le piano ?
fait de piano comme ça, lui, avec la queue et les touches ici. Non, le queue derrière. Donc, je vais là-dessus, mais on va le faire à la main. Quand on commence à parler de programmation, de progression, d'entraînement, les questions c'est comment on passe d'un entraînement à 2 entraînements par semaine, de 2 à 3. Je ne parle pas de catégorie, je parle plutôt de nombre d'entraînements par semaine. Déjà maintenant, on refuse de parler de 2 entraînements par semaine, parce que ça ne devrait pas exister. C'est ça au scolaire. Mais nous, si on parle d'entraînement, ça devrait être à partir de 3. Bref, je vais faire comme si j'en parlais encore, puis je vais vous montrer une pyramide. Voilà. Donc ça, c'est 2 entraînements par semaine, ça c'est 3, ça c'est 4. Donc dans le meilleur des cas, quand on parle de minime, de cadet, de junior, ou machin, en dehors de l'athlète club, il devrait y avoir de l'UNSS, il devrait y avoir de l'EPS, je dis bien il devrait, parce qu'il y en a de moins en moins, et puis de l'UNSS, il y a de plus en plus de disciplines bâtardes, et de moins en moins d'athlétisme, de disciplines fondamentales. Donc je fais comme si ça existait encore, et je fais comme si ça complétait ce qu'on devrait proposer à nos athlètes en club. Qu'est-ce qu'on met dans des séances de quelqu'un qui vient 2 fois par semaine? 2 fois par semaine, il faut mettre que de la technique. Si vous avez compris ce que j'ai dit ce matin, et c'est ce que je pense que vous faites, on ne va pas s'amuser avec quelqu'un qui vient 2 fois par semaine à lui faire de l'aérobie, de la muscule, du machin. Donc on fait que de la technique. J'ai oublié de... En préambule, je devrais parler des épreuves et de l'évolution de nos épreuves, épreuves combinées en France. Et de l'évolution que j'ai voulu, enfin que le groupe a voulu, mais j'ai voulu que ça évolue pour que du plus jeune âge jusqu'à senior, garçons et filles, ça soit les mêmes épreuves. Et actuellement, c'est le cas de cadet jusqu'à senior, c'est les décathlons chez les filles et c'est le décathlon chez les garçons. Puis chez les minimes, on est passé, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'un hexathlon à un octathlon. Chez les garçons, on est même passé de l'énéathlon, une épreuve bâtarde, c'est qu'en France que ça existait, l'IAF c'était l'octathlon, on est passé au décathlon d'ailleurs avant, 1 an ou 2 ans avant l'IAF. D'accord? Donc tout ça, pourquoi j'ai voulu cette évolution-là? Pour que le plus tôt possible, nos athlètes en club épreuves combinées pratiquent toutes les disciplines, et surtout les disciplines entre guillemets dites les plus techniques, dont la perche, dont le javelot, dont tout ça. Voilà. Donc si on se destine à faire du décathlon, on vient en club 2 fois par semaine, mais sur 2 semaines, ça c'est la première semaine, ça c'est la deuxième, il faudrait que toutes les épreuves soient touchées du doigt par l'athlète. Donc il y a des tas d'exemples de programmation, mais si on répond à la question précédente, ben, je verrai un truc comme 100 longueur, poids le premier jour d'entraînement, le deuxième jour est disque, perche, puis la semaine d'après, ben, on complète. Là, on refait peut-être avec un joker, par exemple. Là, on ferait peut-être hauteur, et puis course en virage, on préparer le 400, et puis un joker qui serait peut-être un rappel de la première fois. Et puis là, dans le deuxième cas, on referait perche, javelot, et puis une simili aérobie, mais sous forme d'aérodéca où on refait de la technique. Donc dans tous les cas, donc, sur les 2 semaines, toutes les épreuves du décathlon sont touchées, sont initiées ou confirmées. On se laisse un joker pour quelqu'un qui a une difficulté dans une épreuve particulière, ou au contraire un point fort qu'il veut développer dans une épreuve particulière, et toutes les épreuves sont traitées. Et on ne parle pas à ce niveau-là de développement
de qualité physique, on ne fait pas quelque chose pour développer la vitesse, ou développer l'aérobie, ou le secteur vitesse prolongée, on le fait par la technique. Si on fait une séance de haie qui dure 1 heure, dans une séance de haie qui dure 1 heure, on fait des bondissements, on fait de la vitesse, on fait de la coordination, on fait de tout. Donc c'est pas la peine de le rajouter. Vous voyez le truc? On appréhende, si je reviens à mon numéro de cirque avec les assiettes, sur quelqu'un qui s'entraîne comme ça 2 fois par semaine, plus une activité annexe à l'école quand il y a, eh ben, on fait que de la technique. Il vient faire des épreuves combinées, il faut qu'on lui apprenne les techniques d'épreuves combinées. Okay. Quand on commence à partir sur 3 épreuves, là on peut répartir les épreuves techniques différemment, et puis commencer à introduire le développement des qualités physiques primordiales. Et ce matin, j'ai dit, la qualité primordiale à développer, c'est la vitesse, la coordination, et puis la vitesse encore une fois. C'est une manière, il y a des tas d'autres manières de présenter les choses, mais pareil, sur les 2 semaines, vous allez peut-être avoir là, on va pouvoir séparer un petit peu, peut-être avoir vitesse, longueur, la semaine après, poids, hauteur. Vous voyez le truc? Ce qui fait qu'il y a des épreuves qui vont se retrouver 2 fois, avec ou pas un joker. Et puis, la séance, plutôt que d'avoir un enchaînement de 3 épreuves, il y aura plus que 2, plus peut-être une partie de séance, la fin de la séance, sur un développement particulier. Développement de la vitesse, ou développement de l'aérobie, ou un début de développement, que je mettrai là, par exemple, de force, ou qu'on pourrait mettre partout, plutôt RF, renforcement, RM, renforcement musculaire. Vous voyez la progression? Et ensuite, quand on passe à 4 ou 5, c'est encore plus facile. C'est encore plus évident, on va pouvoir consacrer plus de temps à la technique, et penser donc, aux enchaînements. Donc ici, on va mettre 100 longueurs, là, on va peut-être reprendre longueur, poids, une séance lactique ou je ne sais quoi, ici, disque, et puis ici, perche, javelot. Et voilà, on a tous nos enchaînements techniques de mis en place. Ici, traditionnellement, je mettrais un bémol, on met la vitesse. Ici, on mettrait renforcement musculaire. Ici, on mettrait lactique. Ici, on remettrait une petite vitesse. Puis ici, on met l'aérobie. Les côtes, enfin, voilà. Donc, toutes les épreuves de mon décathlon sont présentes. Les enchaînements sont travaillés. Et puis, les grandes formes de développement physique sont mis en place. Ça, c'est le plan en général, mais vous allez me dire, oui, mais moi j'ai un groupe où il y a 4 cadets, 3 juniors, comment je fais? C'est à l'intérieur de ce programme que l'individualisation, elle intervient, mais au jour le jour, dans la séance. Si mon petit junior, il va faire de la vitesse traditionnelle, mon petit cadet qui n'a pas l'habitude, ou mon petit minime, il va rester sur de la technique de la même manière que ici. Vous voyez? Et la séance lactique, c'est sûr que le petit cadet, première année, qui n'a pas fait encore ce genre de... et puis qui n'est pas fait pour faire du lactique, on va pas s'amuser à lui mettre un propre 300, mais ça semble évident, c'est logique. Il va peut-être faire de la vitesse prolongée sur des 60 enchaînés, ou des sorties de virage enchaînées, voilà. C'est bon? Le tout, c'est de comprendre la progressivité de l'introduction de ce qu'on veut amener. Là, c'est priorité à la technique, technique. Là, c'est la technique multipliée, qui fait que quand on multiplie une séance de vitesse, finalement, je vais vous montrer ce matin, on peut faire des aérobies. Donc, la frontière n'est pas large. Mais on peut quand même cibler un petit peu de développement sur les âges d'or du développement, de la vitesse et de la coordination. Et puis là, quand on est à 4, 5, 6 entraînements par semaine, on peut développer de plus en plus les qualités intrinsèquement, spécialement.
Et puis après, si ça vous intéresse, montrer des entraînements à 2 entraînements par jour. Romain, à la fin, il était à 12-13 entraînements par semaine. Et ça fait peur quand on dit ça, mais j'ai vu des minimes, je vous l'ai dit ce matin, des minimes allemands qu'on était déjà à 10-12 séances par semaine, et ils vont à l'école, et il n'y a pas de problème. Nous, on a peur de ça en France. C'est une question d'organisation et de mentalité. Des questions là-dessus? Par rapport à l'enchaînement, on fait souvent les mêmes blocs. Parce qu'il y a eu des ans qui avaient expliqué quand on passe des ailes, où on a des appuis à l'avant du pied, et puis qu'on passe au disque, il va falloir retrouver les appuis. Est-ce que ça peut être pertinent de varier à chaque fois les enchaînements? C'est-à-dire que tu prends des 10 épreuves, des 7 épreuves. Ça c'est l'enchaînement. C'est assez courant de retrouver les mêmes blocs. C'est l'enchaînement traditionnel qu'on a prôné pour faire penser aux enchaînements. Après, on ne va pas faire ce type d'enchaînement toute l'année. Il pleut aujourd'hui, tu as prévu de faire médecine ball, tu ne peux pas, ben, tu fais autre chose. Il faut développer l'adaptabilité de nos athlètes et de nos entraîneurs. Et pour parler de... Mais c'est pertinent quand même de les faire dans l'ordre des épreuves pour travailler. C'est pertinent pour répondre à la question que j'avais eu à table. Travailler tous les enchaînements, parce que tous les enchaînements peuvent être problématiques. Mais après, il ne faut pas rester figé là-dessus. Un jour, c'est intéressant de dire ah ben tiens, c'était prévu vitesse. Bon, à part si on n'a pas amené ses affaires ou quoi que ce soit, mais j'ai prévu vitesse longueur, ben tiens, je vous donne 5 minutes pour vous échauffer pour le lancer de poids. Et on fait 3 lancers de poids. Ah tiens, je ne suis pas préparé pour. Oui, mais j'ai pas mes pompes. Oui, mais ça fait rien, on y va. Hop. On travaille l'adaptabilité. Parce qu'en grande compète, ou même en compète régionale, des fois ça ne se passe pas comme on a prévu. Des fois on a le vent dans le pied, des fois on a le vent dans le dos, des fois on a oublié ses pointes à l'hôtel, des fois il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Et tout ça, ben, ça se prépare il faut mettre en place, oui, des protocoles. C'est ce que nous on a voulu montrer pour justement mettre le doigt sur ce problème d'enchaînement. Mais à un moment donné, il ne faut pas rester figé là-dessus. Il n'y a rien qui est figé, rien ne doit être figé. Si à un moment donné, un athlète a des difficultés dans une épreuve, il faut savoir où faire un bloc sur cette difficulté, ou dire, bon, en ce moment ça ne va pas, on n'y touche plus, on verra ça dans un mois. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et des fois ça marche. On a des surprises dans les deux sens. C'est là qu'il faut connaître bien son athlète pour savoir s'il faut insister ou s'il faut dire basta, on fait autre chose et on commence pas. Mais au moins avoir dans la tête cette progressivité et cet enchaînement. Et puis avoir surtout à l'esprit que grâce aux techniques, quand c'est bien fait, grâce à la technique athlétique au singulier et grâce aux techniques au pluriel, aux différentes techniques, grâce à ça, on peut faire du développement. Quand on fait une grosse séance de haie, ben on fait des bondissements. Quand on fait une grosse séance de lancer, en variant les engins, en prenant des médecines plus lourd, en prenant des gueuses, on fait aussi du renforcement musculaire. Quand on fait du renforcement musculaire, et puis qu'on y met des détails techniques, on fait aussi de la technique lancée ou de la technique saut. Qu'est-ce qui me parlait tout à l'heure de Emiam? Qui m'a parlé d'Emiam? C'est toi? J'ai peut-être des tas d'autres exemples. Emiam proposait un exercice, si vous l'avez vu faire, à la barre fixe, où il y a 1000 d'impulsion, il pose le pied jambier ou le pied, d'ailleurs il travaille sur les deux pieds, puis il tracte comme ça. Donc c'est un exercice pur technique, si on l'analyse, c'est de la technique de haut niveau, mais c'est aussi du renforcement de toute la chaîne postérieure. Donc quand on sait analyser le mouvement, les mouvements, les exercices qu'on propose, tu peux les orienter sur de la technique, sur du physiologique ou sur du mental. C'est bon pour ça ou il y a d'autres... Et par rapport à l'enchaînement à l'intérieur de la semaine ou autre, comment tu gères le point faible et le point fort de l'athlète? Est-ce que tu vas dire je vais travailler ton point faible plus ton point fort ou alors notre piste? Alors,
je remets le numéro de cirque, encore une fois. Si c'est bien fait au départ, on ne devrait pas avoir apparaître de points catastrophiques. Il faut éviter le cancer du javelot. Il faut éviter l'épreuve catastrophique. Donc, au départ, il faut faire en sorte d'équilibrer tout ça. Et puis, quand on voit qu'il y a un point qui est plus faible, je prends l'exemple de Solène. Solène Daba, elle était faible en lancer. Son entraîneur a eu l'intelligence de dire, bon, si on veut qu'elle fasse des épreuves combinées, ça semble être son choix actuel, il faut renforcer ces 2 points faibles. Donc, ils ont fait appel à moi sur les lancers. Et là, c'est un choix de l'entraîneur et de l'athlète de dire, voilà. Mais peut-être que son avenir, c'est pas les combinés. Et peut-être que dans 6 mois, je lui dirais, ben non, le javelot, ça passera jamais, j'en sais rien. Donc ce sera plutôt les haies que... Et à l'inverse, voilà, moi, je n'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça, mais le premier principe, c'est d'éviter les gouffres. Et après, l'autre, c'est d'avoir toujours une balance entre je travaille mon point faible, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de mes points forts, puis je travaille mon point fort, et il y a mon point faible qui descend encore plus. Donc il y a tout cet équilibre à trouver. Donc il n'y a pas une réponse ferme et définitive, il faut avoir l'équilibre le plus harmonieux possible. À petit bémol près que, et chez les filles c'est encore plus important que chez les garçons, le point fort est très important, parce qu'un point fort chez les filles leur permet d'aller faire des épreuves simples, des épreuves individuelles simples. Chez les garçons, il y a moins de garçons qui peuvent aller faire 100 mètres la longueur, ou comme Kevin le sur la perche. Romain, il n'avait pas une épreuve, ou si, peut-être le 110, si, 110. Il a fait une fois finaliste au France. Mais chez les filles, c'est courant qu'on a des filles qui sont parmi les finalistes en hauteur, en longueur, au poids, au haie, voilà. Donc c'est important chez les filles de à la fois faire en sorte qu'il n'y ait pas de points faibles, et puis encore plus taper sur leur point fort. Bah, c'est l'exemple de Solène, c'est l'exemple d'Antoinette avec le poids. Mais je reviens toujours à cette histoire d'équilibre et cette histoire de formation au départ, de formation technique. C'est pour ça qu'on a fait évoluer les épreuves, parce que quand on touchait avant des cadets qui n'avaient jamais touché le javelot, ou qui avaient fait de la perche trop tard, ou c'était rédhibitoire. Donc, plus toutes les épreuves sont initiées, jeunes et bien faites, plus on gagne du temps, et moins il se posera ce problème de points forts et points faibles. Un autre exemple que je donne souvent, c'est Christian Plazia, que j'ai eu. Je l'ai eu sur le tard. Il avait un point faible au javelot, 57 mètres au javelot quand tu fais 50 au disque et 16 au poids, 57 c'était nul. Pour certains c'est bien, 57, mais pour lui à son niveau, 57 c'était nul. C'était fini, c'était trop tard. Il avait laissé se mettre en place un point trop faible. Je parlais ce matin de Nathalie Tête, son problème avec le 200, c'était rédhibitoire. Son cerveau s'était mis à penser que le 200 c'était un 400, en gros. Donc, c'était pas un 200 de sprinter, c'était un temps de passage de 400. Donc, ça change tout. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Ok. Oui. À partir, on a vu de Benjamin, là ça peut faire Benjamin, Lille, Cadet et tout. Même son. On a vu les étages, pour dire, on pourrait dire Benjamin le premier étage, Lille le deuxième étage, Cadet, etc. Là on parle de Solène, Antoinette, Romain qui sont les pères des spécialistes. Est-ce que tu penses intéressant sur des jeunes? Parce que tu connais des entraîneurs, forcément les athlètes, mais des athlètes assez talentueux avec des qualités physiques quand même assez impressionnantes. Monsieur de lourd, de fond, qui est une petite qui gomme bien. Est-ce que des spécialistes chez les jeunes, ou même chez les grands, là je rebondirai, je te demanderai à Joris une précision, d'aller faire une incursion sur les épreuves combinées, ça peut être intéressant pour résoudre des problèmes techniques peut-être un peu plus globaux ou rentrer dans autre chose par un autre axe,
pour libérer une épreuve justement pour un spécialiste? Alors, je fais la réponse dans les deux sens. Et là aussi, je vais donner un exemple. Quand vous vous rappelez de Ladji Doucouré, avant d'être spécialiste de 110 mètres haies, était décathlonien. Il était vice-champion du monde et champion d'Europe junior, je crois. Le décathlon, avant de se spécialiser 110 mètres haies. Et moi, je l'ai une fois en stage, j'étais cadet, je n'avais pas le droit de le prendre, on n'avait pas le droit de prendre des cadets à cette époque-là. Je le prends en stage à Boulouris, stage national avec les gros. Et puis on fait une séance de perche, qui se passe relativement bien. Il y a deux points faibles, la perche et le javelot. Les lancers en général, mais plus particulièrement le javelot. Et puis ça faisait 2-3 séances qu'on faisait tous les deux au javelot, ça se passait super bien. Donc j'ai fini la séance de perche avec les autres, et lui je lui dis arrête la perche, va t'échauffer au javelot, j'arrive. Et j'étais en train de finir la séance de perche, et à ce moment-là il y avait un stage javelot en même temps que nous à Boulouris, et encadré par, certains connaîtront, René-Jean Monneret, qui était l'entraîneur national emblématique du javelot, c'est un peu plus grave, ex-entraîneur national de décathlon. Et je vois mon René-Jean Monneret fondre sur Ladji, tel le faucon moyen, et le prendre en charge. Le faucon, parce que René-Jean était aussi fauconnier. Bref, ils font sur Ladji et ils commencent à l'échauffer au javelot. Et Ladji, au bout de 5 minutes, il vient vers moi, il court, il dit Jean-Yves, il m'a tout embrouillé, le gars là-bas. Et ça m'est resté, c'est-à-dire que René-Jean Monneret, spécialiste de javelot, il avait oublié qu'il avait été spécialiste d'épreuves combinées, et il avait embrouillé, je n'ai pas d'autre terme que celui qu'il m'a donné, il l'avait perdu dans des détails hyper techniques. Et il a dit, il n'avait pas besoin de ça. Et il a fallu une séance, j'ai été voir René-Jean, il a dit, non, stop, René-Jean, on va peut-être se vexer, mais on va peut-être s'embrouiller, mais arrête, tu le perds dans des détails. Et il a dit, il n'avait pas besoin de ça. Donc nous, les profs combinés, on n'a pas le temps, comme je vous l'ai expliqué ce matin, on n'a pas le temps de faire de la technique techniciste, il faut aller droit à l'essentiel. Et par ces raccourcis-là, on en devient plus efficace, et il faut défendre ça, et moi je défends ça à fond, on en devient plus efficace que les spécialistes. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, un athlète d'épreuve combinée, comme Kevin peut le faire quand il va voir au départ Joël Bailly, c'est moi qui l'ai envoyé voir Joël Bailly, l'entraîneur des filles et d'autres à Clermont, ou quand il va maintenant s'entraîner avec Renaud, ou d'aller faire une séance avec Serge Debier, l'entraîneur de Mélina au disque. Ça, c'est autre chose. Mais je verrais plus ça pour l'entraîneur lui-même que pour l'athlète. Donc, aller s'enrichir du langage, du verbiage, et puis de la logique des spécialistes, oui, mais s'entraîner qu'avec des spécialistes, c'est une erreur fondamentale pour un décathlonien. Et pour répondre à la dernière partie de la question, je pense que des spécialistes auraient tout intérêt à un moment donné à revenir, c'est ce qu'ont fait certains d'ailleurs qui étaient décathloniens au départ et qui se sont spécialisés, pour passer un cap. Ils ont oublié leur spécialité, ils sont revenus à des fondamentaux qu'on explique depuis ce matin, pour repasser le cap de leur spécialité. Et au niveau de l'entraîneur, ce va-et-vient, pour moi, il est bénéfique. Pour les deux, pour le spécialiste et pour le spécialiste des performances. Moi, Julie, c'était l'année où j'ai fait un match en salle sur l'hiver. Je sais pas ce que tu as fait, mais je pourrais l'été, c'est par LDK. Est-ce que l'hiver c'était consacré à la hauteur ou est-ce que c'était consacré au combiné? Parce qu'il me semble que c'est rapport au championnat de France des profs combinés pendant l'état sur la hauteur. En gros, jusqu'en junior 2, je devais faire 90% des profs combinés l'hiver et 10% de hauteur, ça n'arrivait pas rarement de sauter justement. Et l'objectif, c'était pas l'objectif de devenir un prof combineur, mais c'était le but de toucher à tout, d'élargir au maximum le panel de compétences techniques qui pouvaient servir en hauteur par la suite. Et il se trouve que ça a marché sur l'hiver, il était en forme et
à l'épreuve où il y a moins d'épreuves, et du coup, le fait que j'ai un très gros point fort en hauteur, après que j'ai fait une sélection pas combinée, mais ouais, le but c'était vraiment d'élargir les compétences au maximum, d'aller chercher les intentions avant de chercher le détail technique, et vraiment aller chercher les intentions plutôt que les détails techniques. Et puis après, c'est vraiment quand je suis arrivé en espoir où j'étais vraiment au tête de l'état. Mais sinon, ouais, l'objectif c'était l'hiver, faire le maximum en épreuve combinée pour déjà combler les manques de force et de vitesse que j'avais. Parce que, comme je disais, j'arrive niveau technique et coordination, c'était mon point fort, mais niveau vitesse, force, tout ça, c'était loin d'être des grosses qualités. Et de faire des épreuves combinées, ça m'a élargi le panel de coordination et ça m'a permis de combler encore tous les déficits en force, en vitesse. Et puis, du coup, après l'été, je faisais vraiment beaucoup plus de hauteur parce que je suis quand même pas un gabarit pour lancer et tenir des 400 mètres. Mais ouais, puis même au niveau psychologique, c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler de la force en faisant d'autres disciplines plutôt que d'aller à la salle ou faire des... c'est beaucoup plus ludique de faire ça comme ça. Et voilà. Le principal, c'est le côté ludique, et surtout, j'en ai parlé un petit peu ce matin, mais entre la technique, techniciste, les intentions à avoir, qu'est-ce qui est le plus important? Tu étais là ce matin, je crois, non? Quand je parlais des deux filles, Tiam et Katharina, elles sautent jamais en hauteur. Elles sautent jamais. Il y en a une qui est pétée du genou, l'autre qui est pétée un peu de partout. Elles sautent jamais en hauteur. Et elle fait mieux, elle fait un 98 alors que le titre olympique c'est joué à 97. Marie Colombier, enfin d'autres. Parce qu'à un moment donné, c'est plus important, je pense, de focaliser sur les intentions, sur les sensations et sur les intentions. Entre parenthèses, chaque fois qu'on se voit tout de suite après une épreuve sur une tablette, on ne pense plus intention, on ne pense plus sensation, on se voit, donc c'est l'image qui gâche tout. Il faut éviter ça, c'est mon conseil. Et focaliser plutôt sur j'ai fait un geste, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que l'entraîneur peut amener comme mot, comme phrase pour améliorer mon ressenti, pour que de ce ressenti, j'en tire un geste différent le coup d'après. Ça, c'est plus important que de mettre le petit doigt. Et puis même pour les... Enfin, moi, je l'ai vu de mon point de vue sur une épreuve individuelle comme la hauteur au championnat de France, où on peut avoir, sur de grosses compétitions, on peut avoir des temps qui vont changer, puis même vis-à-vis de la concurrence, le côté adaptabilité du combinard, elle sert énormément aux spécialistes, parce que les spécialistes qui vont se spécialiser très tôt vont resserrer leur cône de compétences sur un truc très précis et vont être très rapidement déstabilisés sur certaines conditions météo, un retard concours ou un juge qui est un peu un grand ou des choses comme ça. Et le fait de faire des épreuves combinées, du coup, qui élargit les compétences de coordination et de technique, ça permet d'être préparé à beaucoup de choses différentes. Et c'est un atout supérieur qu'on peut avoir par rapport à ceux qui spécialisent décalés. Des tas d'exemples à donner dans ce sens-là, dans l'autre. Mathilde Andro, vous la connaissez, elle faisait toutes les séances avec nous d'épreuves combinées en étant lanceuse de javelot. Plus, elle a fait 3-5 ans. 340 à la perche et 60 mètres au javelot en étant ensemble une fois par semaine. Une autre anecdote qui va un peu dans ce sens-là et dans le sens de ta question aussi, c'est qu'à un moment donné, l'efficacité, c'est pas forcément beau.
Vous voyez ce que je veux dire? Le beau geste, l'élégant, le machin, si, moi quand ça va loin, on a toujours tendance à dire ouais c'est beau, mais pas forcément. Je donne un autre exemple, c'était Christelle Préau. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Christelle Préau, 1,87 en cadette, en hauteur. Problème avec son entraîneur, problème famille, machin. En 3 mois d'été, 15 kilos. Elle m'arrive à Montpellier, elle pesait 90 kilos, j'exagère à peine. Premier footing autour du stade, c'est moi qui la tenais comme ça pour faire le tour du stade, elle n'avançait plus. Et puis, cette fille qui valait 1,80 et plus en hauteur, faisait 5,80 en longueur. Là, pour moi, c'était un mystère, c'était pas normal. Donc, pendant tout l'hiver, d'abord, je la fais maigrir, ce qui fait que l'année d'après, elle a fait 2,15 au 800. Et ensuite, on a fait du triple saut, parce qu'elle avait une impulsion de longueur qui était issue de son impulsion de hauteur. Donc on a fait l'hiver au triple, pas du tout de longueur. Première compète 6 mètres, deuxième 6,20, se qualifie aux France élite, 6,57, championne de France, élite. Et là j'ai des entraîneurs, dont un que vous avez eu ici dans la salle, qui vient me voir, ah, si elle savait sauter. Ah là je l'ai détruit. Je dis, elle ne sait pas sauter, mais c'est elle qui a gagné devant toutes les nanas qui savent sauter. Donc à un moment donné, le beau, oui, elle ne savait pas sauter. C'était pas beau ce qu'elle faisait, mais c'était efficace. C'était une belle extension. Il n'y avait pas de double ciseau ou quadruple ciseau, c'était pas beau dans le genre techniciste, mais ça allait loin. Donc il faut se méfier de ça. Et je trouve qu'en France notamment, nos techniciens de spécialité sont trop sur le beau, sur la technique, sur où doit être le petit doigt, mais pas assez sur ce qu'ils disaient, sur les intentions, sur les sensations à donner. Et là, on perd l'efficacité du son. Ça, c'est bon, ça. Merci. J'en ai souffert quand j'étais jeune, des technicistes, moi. Donc on voit l'état du... On en parlait hier soir à table. Là je déblatère, mais c'est pas méchant. Il y a 2 épreuves en France qui sont sinistrées. C'est le saut en hauteur et le lancer de javelot. C'est les 2 épreuves où il y a le plus d'entraîneurs en France. C'est statistique. C'est quand même paradoxal. Mais c'est des entraîneurs qui s'occupent du petit doigt, de la tête, du machin. René Jean Monneret de l'époque, dont je parlais tout à l'heure, il avait sorti un bouquin, le javelot, en 78 points clés. Déjà, ça va pas. Il y a un point clé, il y a 2, il y a 3, il y a 78. Donc si tu es en train de lancer et que tu penses à 78 que tu dois mettre en place, c'est pas possible. Et le résultat, ben voilà, un Français dans le dernier, 2 à 70, dont Kevin Mayer qui ne lance jamais. Je répondrai à ta question? Oui, hein? Et ce que je vous disais ce matin, c'est... Oui. Oui, c'est ce que vous dites, ce que je comprends, c'est que finalement dans un club, par exemple, où il n'y a pas forcément une position combinée, mais qu'il y a quand même des choses l'idée de mettre, par exemple, avec quelqu'un qui a la voit que les entraîneurs symbolise finalement. S'il n'y a pas d'autre solution, il faut le faire. Mais ce n'est pas la meilleure des solutions. Pour moi, ce n'est pas la meilleure. La meilleure des solutions, c'est quelqu'un qui chapeaute les épreuves combinées, qui se forme auprès des entraîneurs spécialisés peut-être, et qui maîtrisent son épreuve. Après, s'il n'y a pas d'autre solution, il y a des gens qui ont réussi en faisant comme ça. Quand je vais te faire ça, c'est que tu ne peux pas avoir la main sur tous les coachs qui, à un moment donné, vont oublier qu'ils sont des candidats et ils vont rentrer dans le trop technique et tu perds la main. Et quand ils vont revenir, tu vas leur demander de frapper dans un four, ils vont dire oui, mon pied n'est pas comme ci, pas comme ça, je suis pas au bout de toi, je suis pas au machin, tu sens que ça sort de la main, qui est sur le sol. Alors que l'inverse, après, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans les épreuves combinées, même si on a des carences.
part chez les garçons, il y a la perche où ça peut être dangereux ou un manque de matériel. Après, se faire sauter des gammes en hauteur, en longueur, les faire lancer. On prend un engin, on y va, on se forme en même temps que la tête. Hein. On progresse en même temps, et puis on prend la tête, on va voir des spécialistes, on progresse avec eux. Est-ce que certains ont déjà vu la cassette qui montre ce que font le couple Méria à Cap-Breton? Vous allez sur la plateforme de la fédération et vous allez découvrir ce film. Ça a été filmé par la fédération qui a fait. Moi je suis allé les voir pour savoir comment fonctionnait le couple Méria. Actuellement ils ont 80 balais, ils sont sur le stade tous les deux et il y a 200 gamins. À deux, il faut tourner 2 séances par semaine, 200 gamins. C'est impressionnant. Il y en a de partout. Mais ils arrivent une heure avant, il y a du matériel partout sur le stade, et les gamins ils enchaînent d'une épreuve à l'autre, et ils font de tout. Donc dans une après-midi, ils font 3, 4, 5 épreuves, et ils ne font pas en file indienne derrière un sautoir en longueur à 15, où si vous prenez le chrono, le mec il saute tous les quarts d'heure. Et dans la séance, il a sauté 4 fois ou 5 fois. Eux, pendant 2 heures, ils font du physique, en faisant que de la technique. Allez voir ça, hein, c'est un couple Méria, c'est impressionnant. Ça veut dire que dans un club, on peut faire des combinés, même si on n'est pas hyper spécialiste, c'est pas des. Et ça, pour revenir sur les Méria, de cette formation pluridisciplinaire à 2 entraîneurs avec 200 gamins, mais il est sorti, comment il s'appelle? Il y en a eu un. Axel Martin sort de là. Voilà. Il est sorti international des poids combinés. Il y en a peut-être eu d'autres dans d'autres disciplines, mais ça n'exclut pas le haut niveau. Après, bien sûr, l'idéal c'est d'avoir un entraîneur avec moins d'athlètes, mais il ne faut pas se limiter. Mais la situation de. Voilà, il y a un groupe des poids combinés, on va les envoyer avec l'entraîneur de sprint, ensuite avec l'entraîneur de poids, qui ne sait pas ce qu'a fait l'entraîneur de sprint. Et c'est là qu'on va avoir des trucs qui vont se percuter, se télescoper et avoir des séances antinomiques. Ça peut être dangereux. Enfin, pas d'autres? On va aller dans le reste pour essayer peut-être d'aller jusqu'à l'espoir avec des gens qui font un peu plus de séances. Après, on verra sur les documents tout lors du marche maintenant. Mais voir comment on a parlé, le juriste il a parlé d'intention, il était sur les intentions depuis le début de ce matin. Essayer de voir quelle intention prioritaire, peut-être pas par épreuve, parce que ça va faire un peu indigeste, mais peut-être par groupe d'épreuves avec des ponts un peu entre les épreuves. Quelle intention il faut développer en premier. On va passer des catégories, puisqu'il y en a qui vont arriver peut-être des cas en cadet, d'autres en minime, d'autres en benjamin. Comment tu classifierais un petit peu l'acquisition principale, la première à avoir pour quel type d'épreuve, la deuxième, la troisième, jusqu'à un athlète qui va s'entraîner, passer du lycée à l'université et peut-être être capable de s'entraîner pour aller 6 fois, 7 fois par semaine. Et là, rentrer vraiment dans le détail, mais sur le début avec des intentions un peu plus brutes, en avoir une, puis deux, puis après. Déjà pour simplifier, quand j'ai pris épreuve par épreuve ce matin, il faut déjà raisonner course au lancer. Déjà ça à avoir dans la tête. Donc, sur les courses, on l'a vu ce matin, les intentions c'est pied fort, alignement, passage du bassin. Pied fort, alignement, passage du bassin. Et ça vous retrouverez, que ce soit la vitesse, le 200, le 400, le 1500. Avec les différences de technique de course, entre les techniques puristes, entre le 100 mètres bien sûr, le 400, le 200 et le 1500. Un exemple, Romain Martin, le plus grand niveau de 400 et Gaël Perrin, le plus petit. Entre les deux, la foulée de Romain Martin au 1500 puis la foulée de Gaël au 1000 au 1500, elle est presque de moitié. C'est pas tout à fait normal. Enfin si, c'est normal, il y en a un qui va vite et l'autre qui n'avance pas. Et il n'avance pas parce qu'il n'a pas le moteur, mais parce qu'il n'a pas la foulée comme Basile, qui
Basile Rollin, il a une foulée de mammouth sur le 1500. Donc, les intentions particulières à lui donner, c'est essayer d'avoir une foulée plus économique. Et pour qu'il soit plus économique, il faut qu'il foule plus petit. Florian Geffroy, il est passé de 4,30 à 4,12 ou 13, pas en un hiver, pas en changeant sa physiologie, en changeant sa manière de courir. Je m'engage un petit peu, pom, j'enchaîne les appuis. Et ça, c'est facile à faire passer. C'est pas de la physio. Et sur les mêmes qualités musculaires, les mêmes qualités intrinsèques physiologiques, il a gagné pratiquement 15 secondes en un hiver. Donc les intentions de course, ça serait ça. Pied fort, bassin placé, et puis faire passer le bassin. Je pense que vous vous rappelez ce matin la difficulté que vous avez eue, les athlètes, quand vous donnez un rythme particulier sur le gauche-gauche, droite-droite, gauche-droite, pour faire passer le bassin. Ben, c'est ça l'intention à donner, c'est de prendre du temps sur l'appui. Et après ce temps, bien sûr, il est de plus en plus court, plus on va vite, mais l'appui est passé. Et partant de là, sur les impulsions de saut, eh ben, on retrouve ces intentions-là. Une impulsion de longueur, c'est une impulsion qui va jusqu'au bout des orteils, qui est longue, le bassin il passe longtemps. Tout ce qui est positif derrière la planche, c'est du positif. Or, si on mouline pour faire un double ciseau avant d'avoir fait son impulsion, ben, on écourte l'impulsion. Si en hauteur, on pense à mettre l'épaule, le machin, le petit doigt, avant de dire j'ai un levier et puis il faut que je passe dessus et puis que je soulève et que je m'allège, que je m'étire au maximum, ben, on rate l'impulsion. On fait un joli saut mais à 2 mètres, pas à 2,10. Donc les intentions, elles sont là. Intention de course, pied fort, bassin, et puis peut-être coordination bras-jambes, dont on ne parle jamais assez, ni sur les gammes ni ailleurs. Sur toutes les impulsions, c'est la durée de l'impulsion, la durée de la pénétration à la perche et en longueur, la durée du grandissement en hauteur. Pour Marie Colombillet, quand elle sautait, on a l'impression qu'elle mesurait 1,80 m, alors qu'elle mesurait 1,62 m. J'ai des photos où elle est scotchée au sol, on a l'impression que les ongles vont rester collés au sol, et puis elle a déjà le bras qui engage là-bas. Donc je sais pas, les intentions que toi tu as en hauteur, mais quand je questionnais des athlètes de haut niveau dans chaque discipline, voilà, c'est simple, mais efficace. Donc, passer longtemps sur la planche avant de penser à faire un double ciseau ou une extension ou quoi que ce soit. Passer longtemps sur sa jambe d'appel sur les... comme on appelle sur les haies, c'est pas tatatam, c'est tatatam, donc le rythme est important. Dans les intentions, il y a les intentions rythmiques aussi. Un saut en longueur, ben, sur la planche, c'est quelque chose quelqu'un qui va loin, te dit, ouais, j'ai impulsé longtemps. C'est pas j'ai impulsé court, j'ai impulsé longtemps. Moteur pareil, perche pareil, c'est pénètre longtemps. Et puis sur les lancers, ben, on passera le document sur les lancers médecine bol. Il y a les intentions sont les mêmes sur les trois lancers, avec le petit bémol du javelot ou du course d'élan, mais c'est 3 impulsions, ça il faut bien se le mettre dans la tête, mais les impulsions qu'il faut d'abord travailler avec 2 pieds au sol. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais dans la construction de notre athlète, c'est d'abord j'apprends à avoir 2 pieds au sol, je mets 2 appuis au sol, je suis efficace, j'ai un manche, et puis sur ce manche-là, je projette le côté opposé, poids, 10, javelot, et puis ensuite, si je veux que ça aille encore plus loin, sur la trajectoire que j'ai déterminée par ces 2 pieds au sol, et puis j'avance dans mon engin, ben j'appelle moi taper sous l'engin. D'où le concept d'impulsion. Il y a le truc, il y a l'engin qu'on met sur sa trajectoire au disque, au poids ou au javelot, il y a la trajectoire qui est déterminée. Si je fais que ça, ben ça fait une belle trajectoire à 60 mètres. Mais si, en plus de cette trajectoire, je tape sous mon javelot parce que, boum, j'ai fait une impulsion, et au disque, boum, je tape sous mon disque, et ben je gagne 2, 3, 4, 5 mètres. Donc c'est des impulsions aussi. C'est ce que je vais montrer par le document. Donc les intentions à donner, c'est d'abord, oui, 2 pieds au sol, j'ai un transfert du poids du corps d'arrière vers l'avant, du bas vers le haut, et ensuite, ben, j'impulse, je tape sous mon engin. Et ça, c'est toute la différence. C'est bon? Mais quand
quand on questionne, je l'avais fait à l'époque de Cédric Lopez, et je me rappelle parce qu'il dit à quoi tu penses au javelot? Je cours le plus vite possible, puis après je sens un éclair dans mon bras. C'est tout ce qu'il m'a dit. Je dis mais les intentions techniques. Le javelot ici, je cours le plus vite possible, puis boum, je sens un éclair dans mon bras, 74. Et il ne se posait pas de questions. Après, pour en arriver là, peut-être qu'il a fait des tas de séances, oui, le pied au sol, la pointe, là, mais pas dans le petit détail qui sert à rien. Ou pas grand-chose. S'il y en a qui ont des questions, en attendant pour mettre les documents, Tu peux parler du muscle rapidement? La clé que je mette ici. Tu peux mettre le truc sur l'énoncé? Est-ce que tu n'as pas laissé ça? Des questions pendant qu'il met un petit document sur les lancers qui résume là, ce que j'ai dit. Donc, pendant qu'il fait ça, mon idée sur la muscule, parce que j'ai aussi des questions sur la... En fait, c'est pas la muscule, c'est l'introduction de la notion de force dans l'entraînement. Alors, comme j'aime bien donner des schémas, le schéma de l'entraînement en général, il y a mon numéro de cirque, le schéma un autre schéma, je vous ai parlé de la voiture, avec un conducteur, des pneus, des roues, un moteur, machin. Moi, pour l'introduction de la force, j'ai une maison. Ça m'est venu comme ça. Une maison avec un toit, des murs, des fondations, pardon, et puis un terrain. Et j'ai l'habitude de montrer que ça se construit la force. On ne va pas faire du développement de la force pure comme ça du jour au lendemain. D'autant plus que maintenant on touche des générations qui ne vont plus à l'école en vélo, qui ne font plus les bottes de foin l'été, qui ne font plus les betteraves l'automne, qui font beaucoup de pousses. Donc il faut préparer le terrain encore plus qu'avant. Donc dans un premier temps, c'est ce que j'appelle préparer le terrain. Préparer le terrain. Préparer le terrain, c'est quoi? C'est regarder comment... C'est un peu ce qu'on a fait ce matin sur les gammes. C'est regarder comment l'athlète il pose les pieds, s'il a un valgus, un varus, s'il n'est pas comme ça, s'il n'est pas... On en voit de plus en plus comme ça. Et c'est prouvé. Arrêtez vos conneries, les organes. Donc ça c'est préparer le terrain, c'est faire des exercices de respiration, c'est apprendre à respirer, c'est faire des escaliers tranquillement, c'est voilà, un petit truc de force, un petit peu plus de force que dans la vie courante de tous les jours. Ce qu'avant les jeunes faisaient dans les cours de récré ou chez le paysan du coin ou en venant à l'école en vélo, maintenant il faut qu'on le fasse en club. Donc c'est préparer le terrain. Après c'est les fondations. Les fondations, pour moi, c'est commencer à dire si je veux que ma technique elle s'améliore, si je veux pousser un poids de 7, si je veux résister de plus en plus à une accélération et à une angulation, il faut que je sois un peu plus fort. Donc il faut que je pousse le curseur de toutes mes impulsions, de toutes mes réceptions un peu plus loin. Mais je ne veux pas aller tout de suite sous des barres. Je vais peut-être apprendre à respirer, apprendre à me placer, apprendre à me lever d'une chaise, apprendre à faire un banc, mais un banc pas pour exploser, mais un banc, voilà, comment je fais pour faire des bancs? Monter sur un banc, descendre, monter sur un banc, descendre. Je vois moi dans les clubs des gens qui font ça et qui répètent, mais il n'y a pas de correction technique, il n'y a pas l'alignement du pied, bassin, épaule. Quand on arrive au sol, il n'y a pas le développement complet du truc, il n'y a pas la respiration qui est posée sur chaque mouvement. Donc c'est ça, préparer le terrain. C'est apprendre avec un manche à balai, voilà, un geste d'haltérophilie, un épaule jetée, c'est ça, avec un manche à balai. Je place mon corps, je place mon bassin, je place ma respiration, et puis j'enchaîne du bas vers le haut, etc.
Ça, c'est ce que j'appelle préparer c'est faire les fondations qui permettront de faire de la muscule et de développer la force après. Et plus ça va, là aussi, plus il faut passer de temps à ça, avec des petites astuces. Pour moi, c'est si je vous pose la question, combien d'épreuves en athlétisme où on est sur deux jambes? Il y a quoi? Il y a le départ en start, et puis le départ on a lancé le disque. Et après, on est toujours sur une jambe. Donc, pourquoi pas, dès cette étape-là, mettre en place tout un tas d'exercices, les bancs par exemple, monter sur banc, descendre sur banc, c'est classique, mais pourquoi faire de l'haltérophilie sur deux jambes, alors qu'on n'est jamais sur deux jambes? Autant la faire moins lourd, mais sur une jambe. Et dans toutes les activités athlétiques, on est toujours aussi sur des chaînes croisées. Chaîne croisée, ça veut dire que je suis appelé pied gauche, et puis je lance bras droit. Ça, c'est une chaîne croisée. Quand je suis à la perche, je suis appelé pied gauche, et puis mon bras supérieur, c'est le bras droit. Donc pourquoi pas mettre en place aussi des mouvements, entre guillemets, d'haltéro ou de musculation, mais une jambe, un bras. Pour moi, ça fait partie des apprentissages, des fondations, avant de faire des développés couchés, des squats, des trucs classiques que tout le monde connaît. Pour moi, ça me semble plus rentable pour l'avenir. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, ben là, on emploie toutes les méthodes classiques de muscles, de développement de la force, genre, ce que je viens de dire, les squats, les demi-squats, les quarts de squat, les fentes, voilà, avec toutes les formes de fonctionnement musculaire dont on parlera après. Donc toutes ces méthodes-là, et là on retrouve ce qu'on disait ce matin sur les récup, les 6x6, les 10-10, les 5-5, les 4-4, enfin, les pyramides, tout ce qu'on veut. Et seulement quand les murs de la force sont montés, donc j'ai préparé le terrain, je me suis occupé de mes fondations, je suis sûr que ça tient, que je sais respirer, je fais du développement de la force, et puis seulement quand ça c'est fait, ben, je peux commencer à faire des mélanges. Mélange, méthode bulgare, enchaîner force, bondissement, enchaîner force, bondissement, course, enfin, tout ce que vous avez déjà vu, entendu, tout ce qui est travail pliométrique, faire des pieds joints de plus en plus hautes. Moi je le mets que là, je ne le mets pas là. Parce que oui, c'est possible, mais je ne suis pas prêt. Mon terrain, il n'est pas prêt, mais mon ossature n'est pas prête, mon gainage, mes abdomens, mes dorsaux ne sont pas prêts, donc je ne veux pas faire de la plio maintenant. Là, je commence à vraiment en faire. Et ça prend du temps. Ça prend du temps dans la carrière, mais ça prend du temps à chaque reprise d'entraînement. Moi, cette maison, je la vois au mois de septembre, quand j'ai mon passé athlétique derrière moi, au mois de septembre, je reviens de vacances, j'ai fait que de la plage et des gonzesses, je me remets en condition physique je prépare le terrain. Je m'occupe de mes fondations, et puis au mois d'octobre, je suis dans les méthodes classiques, puis novembre, je commence à faire des mélanges, et ainsi de suite. Vous voyez, je le vois autant dans la carrière que dans la programmation de l'entraînement, qui permet, là aussi, d'avoir un changement permanent dans l'année et dans la succession des années. Or, je constate sur les terrains, et je parlais ce matin des petits cadets qu'on voyait en stage, qui ne faisaient pas de muscule, et on les voyait en junior l'année d'après, et ils se tapaient plein de bondissements, de pliométrie, de trucs, sans avoir fait assez tout ça de préventif. Et c'est là que les accidents arrivent. C'est là qu'il y a périostite, tendinite, voire plus, fracture de fatigue. Il faut prendre du temps. Et de plus en plus, je répète, mais ça me saoule, les jeunes qui sont sur les réseaux, là. On aura de plus en plus à s'occuper de ça, parce que tout ça, c'est plus fait. C'est plus fait par la vie de tous les jours.
C'est bon? Bravo. Dur à digérer le poulet. Donc, si je me fie au dessin qu'on a vu, il y a des poulets qui ressemblaient à des kangourous. Si on revient donc sur les intentions à donner et puis sur la manière de faire en sorte de gagner du temps, c'est une petite analyse que j'ai faite sur les 3 lancers. Bon, on passe rapidement. Hein. On passe. Bon, là, je rappelle le schéma que j'ai fait ce matin avec la force, la vitesse prolongée et l'aérobie, avec chacune des qualités qui intervient, mais pas la vitesse pas que sur le 100 mètres, le 200 et le 110, mais aussi sur les poses d'élan. On ne répète pas ça, vous avez compris. Et puis au milieu, la technique, les techniques, et la coordination, l'adaptabilité, la souplesse, etc. On passe. En général, oui, on a eu une époque où nos décathloniens français étaient en retard, sauf quelques exceptions, et étaient en retard sur le plan technique dans les lancers. Je me rappelle une époque où il y avait l'actuel référent, mon collègue et mon successeur Gaëtan, loin, il était à 12 mètres au poids. 12 mètres au poids, quand on allait faire un match en Allemagne, on prenait 3 mètres dans les carreaux. Il a fait 150 en développé couché. Et il faisait 140 en couché. Il fait un 90. Voilà. Et avec lui, il y avait Lionel Marconi, pratiquement 8 mètres en longueur et 11 mètres 50 au poids. Enfin, ils étaient 3 à 4 à cette époque-là où on prenait des grosses claques en lancer. Et le fait d'appréhender différemment, de montrer maintenant à tous les entraîneurs qu'on peut faire différemment, je vois moins ces trous qu'on avait avant dans les lancers. On a plein maintenant d'athlètes, de Romains, voilà, qui y sont arrivés. Et je rappelle, hein, quand je parle de Romain, peut-être que vous avez dit une fois ou deux ce matin, il était 11e junior français quand il était junior. Non, 18e. 18e junior français avec des perfs. J'ai un autre blog sur sa carrière, mais il était à 11 au poids, 35 au disque et 50 au javelot. Et il a fini dans son record, dans ses années records, 15, 50, 47, 65. Ça a quand même une autre gueule. Alors bien sûr, il était grand. Mais Rémi le connaît, le disque, c'était pas sa tasse de thé, quoi. Il a quand même fait 47 mètres. Le javelot, c'était déjà mieux. C'était pas évident au départ. Chez les étrangers, on a quand même des gens, même avec des petits gabarits, enfin petits gabarits entre guillemets, 85, c'est pas parmi les plus grands qu'on a connus. Suarez, il a fait 77 au javelot. 77, ça fait quelques points. Là-dessus, petite question qu'on me pose souvent, que vous n'avez pas posée. Ouais, mais les lancers, ça ne paye pas. Ça, c'est une question, pour moi, absurde. Parce que c'est sûr que là, quand on regarde la table et puis les résultats qu'on a, 11 mètres au poids, oui, ça ne paye pas. Mais passer de 11 à 12, ça paye. C'est comme ça qu'il faut réagir. Et pas se dire, oui, 11 mètres au poids, c'est 650 points, c'est pas la peine. Ouais, mais 12, c'est 700, je ne sais même plus, mais c'est ça qu'il faut avoir comme réflexion. Ça ne paye pas moins qu'un saut ou une course. Ça dépend du niveau où on se place. Ce qu'il faut regarder, c'est la progression qu'on peut avoir. Et ce qui est flagrant et pratiquement mathématique, c'est que quand on pratique des lancers, la progression est proportionnelle au nombre de lancers. Dans 90% des cas, c'est ça. Alors que, en hauteur, alors qu'au sprint, c'est pas tout à fait le cas. On a eu en France des sprinteurs, moi j'en ai 2-3 dans la tête, des petits sprinteurs à 10-40 au 100 mètres, et ils n'ont jamais fait mieux. On a eu des cadets au championnat de France scolaire il y a une trentaine d'années qui faisaient 10-40. Ils n'ont jamais fait mieux. On a eu des sauteuses en hauteur à 80 à l'appel, elles n'ont jamais fait mieux. Alors qu'en lancer, on pratique, et c'est les Allemands, les Russes, les Polonais, ils ont des tables de nombre de lancers qui donnent, ça va encore plus loin, c'est tellement mathématique qu'ils en ont eu compte,
Voilà, c'est des milliers de lancers qui donnent tel résultat. Nous, il faut qu'on fasse un peu autrement, parce qu'on n'a pas le temps de faire des milliers de lancers. Mais quand on pratique, et qu'on pratique surtout avec les bonnes intentions, les bonnes règles, on parle de Kevin, on oublie que Kevin, quand il était cadet, c'était ça, hein, 11, 35 et 48. Puis quelques années après, 16, 50 et 72, pratiquement. Donc les lancers, ça vaut vraiment le coup de s'y mettre très tôt pour éviter. Et puis on a aussi des gens mondialement connus dans des disciplines, Guntor, qui était recordman du monde du poids, champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, il a fait 2 mètres en hauteur, il faisait moins de 11 au 100. Vous connaissez tous Luc, dans la région, pour l'avoir vu. En cadet, c'était à peu près le même mec, il a fait 90 en hauteur et 11 en 100 mètres. 95 ans. Luc. Yes. Ceux qui l'ont vu sur les Il était jeune alors, hein? Ah, cadet, oui. Ah oui, d'accord. Il faisait déjà 115 kg. Ouais, mais pas 160. Puis je donne aussi des exemples de gens qui ont, à mon avis, qui ont été bien formés dans les lancers. Je parle de, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Raphaël, son prénom, Conjugo. Michael Conjugo. À une époque, on faisait des stages de Pâques à Boulouris, on faisait une semaine avec une cinquantaine d'athlètes et une semaine avec 50, les deux se chevauchaient, et au milieu, on faisait un décathlon mineur. On en parlera si vous voulez du décathlon mineur. Et dans ce décathlon mineur, le faisait qui voulait. Et une année, il y a Michael Conjugo qui a voulu le faire, alors qu'il n'avait jamais fait d'épreuve combinée de sa vie. Il y a un qui est allé au bout, il a fait 6000 points. Et 2, il a fait les 11 haies en 4 appuis, alors qu'il pesait 120, mais bien plus. Attends, il faisait presque 2 mètres. Et voilà, il a fait 3,50 m avec une séance avec moi. Donc, ce lanceur-là, je suis certain qu'il avait été formé, pas à épreuve combinée, mais au moins pluridisciplinaire, de manière un peu intelligente. Je parlais de Mathilde tout à l'heure, voilà, débuté par le gym, il a fait des combinés tout en étant lanceuse de javelot. Donc, je rappelle ce que je vous ai dit ce matin, et ça c'est juste pour illustrer, dans les 3 phases des lancers, que ce soit la phase finale du poids, la phase finale du disque, la phase finale du javelot, c'est 2 appuis au sol, c'est un alignement pied, bassin, épaule et un retard de l'engin par rapport à l'appui lanceur, et puis c'est un côté opposé qui fixe. Le terme est un peu fou parce que ça bouge, mais quand j'arrive au sol, que ce soit au disque, au poids ou au javelot, j'ai un côté gauche, j'ai un côté non lanceur, c'est le manche du fouet. L'habitude de dire c'est le manche du fouet, puis le reste c'est le fouet. Je viens fouetter mon poids, je viens fouetter mon disque et je viens fouetter mon javelot. Donc les similitudes, elles sont énormes dans les 3 phases. Donc ça on passe. Si dans tous les lancers, il faut quand même se dire que c'est un lancer de toute façon de l'arrière vers l'avant, du bas vers le haut, et puis torsion des torsions. Et ça on le trouve partout. Donc dans les situations qu'on met en place de renforcement, quand on fait du medicine ball contre un mur, 2 faces, 2 dos, à 2 pieds, à 1 pied, et bien tout ça, on le retrouve. Donc tout ça, ça doit être au service des 3 lancers. La phase de position de puissance au sol, on la retrouve sur les 3 lancers. Et après, plus ça va vers du dynamique, plus on va aller taper sous un angle. Mais au moins, on aura assuré les savoir-faire techniques, la tenue des engins, la maîtrise des trajectoires, le nombre de répétitions minimum, ça il faut l'avoir toujours dans la tête. Un autre entraîneur national de javelot, je pars encore de plus loin, qui avait été entraîneur national des profs combinés, m'avait dit une année, quand je commençais à entraîner les profs combinés, mais pourquoi tes filles, qui avaient des difficultés au javelot, pourquoi elles ne font pas leur footing avec le javelot? Ça paraît tout con. Et moi, à l'époque, je le prenais pour un con, un vieux con. Mais il n'avait pas tort. Maintenant, quand je vois quelqu'un prendre un javelot, simplement la prise du javelot, je sais s'il va être bon ou pas.
voyez ce que je veux dire? Simplement par le toucher de l'engin. Quand on a un peu de bouteille, je sais, quelqu'un qui prend un javelot, je dis, lui il s'est lancé, lui il s'est pas lancé. Et je me trompe jamais. Donc ça veut dire que nos filles, qui ne lançaient pas le caillou, elles avaient le cancer du javelot. Et lui il me dit, mais pourquoi ils ne font pas leur footing avec un javelot? Plutôt que s'échauffer tranquillement comme ça, un javelot, je m'échauffe, je lance, je ramasse, je lance, je ramasse. Et simplement ça, habileté motrice, toucher un javelot, s'amuser avec un engin. Il n'était pas con le but. C'est pas cher, c'est pas le moment. Des choses importantes au niveau des lancers, l'apprentissage des gestes justes, des rythmes justes, sans précipiter, c'est dès le départ. Quand on parle de medicine ball, que je prends au sol, et que je vais lancer contre un mur, j'ai tout déjà fait ou fait faire ça. Ben, si c'est fait n'importe comment à contre-temps, ouais, c'est de la bougeotte. Je fais de la PPG, mais je ne fais pas de la PPG utile. Par contre, si je fais du bas vers le haut, de l'arrière vers l'avant, les deux pieds au sol, de la torsion vers la détorsion, ben, je suis déjà dans des lancers. C'est ce que j'appelle les gestes justes. D'entrer avec les rythmes justes. C'est long, vite. C'est long, vite. C'est pas précipité. Ensuite, mais ça c'est important à dire, pas d'élan compliqué. Et combien de fois on voit là aussi des gens au stage de Pâques qui sont sur élan réduit, voire du sans élan au javelot, et une semaine après au interclub, ils lancent sur élan complet. C'est une catastrophe. Ou des vieux qu'on lançait il y a longtemps qui font plus sans élan qu'avec élan. Sans doute que l'élan est compliqué, même au poids. Pas d'élan compliqué. Si on rajoute de la vitesse à un geste, il faut que ce soit sans détérioration de l'efficacité technique. Et au poids, passer de sans élan à l'élan complet, pour moi c'est une aberration. Il faut passer par les étapes intermédiaires. Quand on travaille, on met de symbole, si on a le temps. Les temps. Bon, les transitions, on en a passé, on en a parlé. Passe. Je dis, les similitudes techniques, je vous l'ai dit. Entre la mise en action du corps et de l'engin à la phase de transition ou à la phase de finale, les similitudes techniques sont tellement évidentes qu'il faut mettre dans la tête des entraîneurs et des athlètes qui pratiquent que quand je fais du poids, qui plus est en rotation, l'exemple ci-dessous, il y a forcément un transfert, et il doit y avoir un transfert sur les autres activités lancées. Et pour focaliser un petit peu plus sur le poids en rotation, parce qu'on en a parlé avec certains, je pense qu'il faut au moins essayer. Après, peut-être pas s'éterniser si ça passe pas, mais au moins essayer. Et notamment chez les filles, je suis persuadé que toutes les filles devraient, pratiquement sans exception, se mettre à la rotation. Très tôt. Et qu'elles seraient toutes gagnantes, parce que il y a deux choses. Il y a le rapport poids du corps, poids de l'engin, qui est plus avantageux pour les filles que pour les garçons. Donc c'est plus facile pour elles d'exploser dans un jet de 4 kg, 3 kg chez les cadettes. Et le lancer de poids en rotation, c'est un lancer qui va vers boum, une explosion, qui correspond bien plus aux qualités d'explosivité de nos athlètes. Plus que les garçons. Ça ne veut pas dire que les garçons, il ne faut au moins pas tenter. Après, ça passe pas, on insiste pas, je ne sais pas. Mais au moins tenter le coup. On aura à y gagner, les garçons, vous avez à y gagner parce qu'il y a encore plus de similitudes transférables entre le lancer de poids en rotation et le disque. Donc ça serait un peu de temps gagné pour le disque. Voilà. Bon, le reste, j'ai déjà dit, c'est répété, mais vous aurez le document, ceux qui veulent le... Des questions là-dessus? On parle d'ailleurs d'intention. Une intention que, je ne sais plus qui est-ce qui m'avait donné ça, c'est vraiment jusqu'au bout des doigts. Ça a l'air de rien, c'est un détail. Mais
un lancer, que ce soit le lancer de poids, ou le lancer de disque, ou le lancer de javelot, ben c'est, voilà, je fais claquer mes doigts. Je sais pas, je prends un javelot, puis je le pousse, ou je le tire. Et je sais plus qui m'avait donné cette intention-là. Et quand je parlais, tiens, de lancer des élans simples, Marie Colombinet, dans une Coupe d'Europe, elle a lancé sur un pas chassé. Elle a fait 12,50 m ce jour-là sur un pas chassé. Pourquoi lancer comme les autres quand c'est moins efficace? L'exemple que je donne, il y en a des milliers d'autres. Pierre-Alexandre Vial, il n'est pas là, lui? Pierre-Alexandre Vial, 8070 ou 18, je ne sais plus. Et il arrive de Saint-Étienne avec un, pareil, 120 en développé couché et 12 mètres au poids. Et comme ça, raide, donc pendant un hiver, je lui propose, je lui dis t'arrêtes la muscu, on fait que du medicine ball. Un hiver de medicine ball, pas touché un poids. Première compète, 14,50. Laura Arteil, qui sort d'ici. L'année où elle arrive, elle se chope, elle avait 2 fractures de fatigue, dites de fatigue, c'est pas comme ça que ça marche. Et pendant tout l'hiver, elle fait medicine ball, toute seule, au mur, pendant que nous faisait des séances de technique, elle faisait medicine ball. Première compète, plus de 14 mètres. La situation de medicine ball permet la répétition de gestes. Soit face à un mur tout seul, soit 2 par 2. Dans une séance de medicine ball, vous faites 10 fois plus de projection, 10 fois plus de en-main que sur une séance de lancer. Donc c'est important pour nous d'utiliser la situation de medicine ball. J'ai aussi un document sur l'utilisation de medicine ball si vous voulez. Autre anecdote aussi, on parle du décathlon en 1 heure, du heptathlon en 45 minutes. J'ai plein d'athlètes qui ont battu leur record poids 10, pas javelot parce que quand on arrive 1 heure, on est déjà rincé, et poids 10, j'ai mis plein de records, poids 10, j'ai eu le record aussi sur un sauteur en hauteur. Tiens, intéressant. Un sauteur en hauteur qui venait s'entraîner avec nous, il n'a jamais fait 2 mètres. Il a débuté en hauteur, mais il n'a jamais fait 2 mètres. Son premier 2 mètres, presque le seul de sa vie, c'est en décathlon en 1 heure. 3 sauts. 90, 95, 2 mètres. Et dans les lancers, le mec il arrive du 110, il est rincé, il prend le 10, il lance, boum, rincé. Record. Ça fait cogiter sur les protocoles d'échauffement et sur la concentration sur les échauffements. C'est explicité dans le doc, je prends main. Des questions? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Tiens, pas sur la... Ouais. Tu avais parlé du tableau de Romain, c'est plein de séances. Sur le tableau? Non. C'est un vieux document, mais je ne change pas une virgule. Simplement, ça parle des athlètes de l'époque. Ah, c'est ça que je voulais faire. Je reviens au schéma que je ne vous avais pas montré ce matin. Ça y est, je l'ai trouvé. Il doit être là-dedans. Ouais, je parle du 400, épreuve lactique, qui fait mal, qui rapporte peu de points. Mais quand on est bon sur 400 et qu'on finit bien une journée, ben on récupère mieux de sa journée, donc on est mieux le lendemain, on dort mieux. Donc c'est important de ne pas être une truffe au 400. Et pareil, sur le 200, là ça rapporte plus, entre guillemets, que le 400. Mais quand on est bon sur 200, comme Solène on fait 24, ben, par rapport à quelqu'un qui fait 25, ce qui n'est pas nul, ben, il y a 120 points d'écart. Donc ça vaut le coup de s'y mettre quand même. Et puis se rappeler que sur 400, 50 points, une seconde, c'est 50 points. Alors après, il y a des choix à faire. Quand on est à 53, ben, c'est facile de descendre à 52.
Mais quand on est à 49, c'est un peu plus dur de descendre à 48. Donc ça vaut le coup à un certain moment de son développement de s'y atteler, d'en faire un peu plus, et à certains autres moments de ne pas s'y atteler. Quand vous avez la chance d'avoir un Kevin, le premier 400 qui fait de sa vie, 48-60. 48-60, il n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Par contre, ce qu'il faut, c'est ça que je voulais vous faire ce matin, il y a le secteur vitesse, le secteur aérobie et puis le secteur lactique. Et à chacun, il y a un niveau. Et ce qu'il faut avoir, nous, dans l'esprit, c'est qu'il y a un lien et un élastique entre les trois secteurs, et quand on fait monter celui-là et monter celui-là, ben, théoriquement, celui-là, il devrait monter. Vous voyez la logique? L'inverse est faux, l'inverse n'est pas vrai. Si je fais monter mon secteur lactique, ça risque d'être au détriment de celui-là et de celui-là. Et nous, dans notre logique de décathlonien, ben, il faut arriver à trouver des formes de course, des formes de séance dont je parlais ce matin, pour faire monter celui-là, monter ma vitesse, toutes mes vitesses et toute mon aérobie, par des gammes, par du physique, pour qu'on espère, avec 2-3 séances de SP, hein, ça n'empêche pas de les faire, 2-3 séances de SP, de faire monter l'eau. Mais il ne faut surtout pas focaliser sur les séances de SP et se mettre minable sur des séances où je vomis à toutes les séances, ça sert à rien. Il faut, ne pas faire autrement, mais pas toutes les semaines. Ça salit la piste. Voilà ce que je voulais dire sur le 400. Donc avec le groupe, ça y est, vous avez de la pouvoir. C'est la programmation. Ouais, donc je reviens sur mon équilibre. Voilà, Romain, voilà son niveau, 11,32, 4,31, 49. Puis quand il a gagné un petit peu en vitesse, là ça n'a pas trop bougé, sauf qu'il a refait 4,20 derrière, mais il est redescendu à 48,63, puis après à 48,20 quand même. Voilà, son niveau lactique est monté grâce à l'évolution de son 100 mètres et de son 1500. Nadir, même chose. À l'époque, c'est Alexandre Anti que vous aviez en photo. Alexandre Anti, c'était le plus lent du groupe. C'était un peu l'exception inverse. C'est 11,60 au 100 mètres, 4,15, ou on va dire niveau 4,15 au 1500, et 48,50 au 400, et surtout 51,20 au 4H. Ça, et sans en faire. 4H, c'est intéressant aussi pour nous. On est sur l'axe de coordination et c'est des séances qui sont beaucoup moins monotones et c'est bien réparti, c'est bien faire. Elle est arrivée aux épreuves combinées et en même temps pour faire du 4H avec Yves qui est là. Voilà, sur 4H, elle est arrivée avec une base de course, une qualité de course due aux entraînements, de course longue, de 400, etc. Et elle avait déjà une adaptabilité créée là-dessus. Et ça a été positif après quand elle est retournée sur 4H, exceptionnellement, on en fait moins, ça fonctionne. Et nous, ça nous coupe un peu notre monotonie de séance. Quand on parlait lactique, quand on fait une séance de longue, c'est un petit peu moins dur dans la tête de dire on enchaîne des, parce qu'on est sur une rythmique, on est sur quelque chose de plus sympa. Et généralement, dès que les interclubs, on se retrouve à boucher les trous sur 4H. Filles comme garçons. On manque généralement de coureurs de 400 mètres, généralement on bouche le trou. Ça me fait penser à une saison qu'on a fait avec Romain, je crois que j'en parle là-dedans. Romain, j'avais vu, notamment en vitesse et en course longue, quand je vous parlais de pied fort et puis de passage sur l'appui. Romain avait le pied fort, mais il ne passait pas sur l'appui. 1m94, c'est lui qui a pratiquement la foulée la plus courte. Parce qu'il était raide ici. Donc on a travaillé sur sa souplesse, mais aussi on a mis en place des 200 avec plutôt que de faire des séances lactiques ou pseudo-lactiques sans rien, à vide, on faisait des 200 avec des
on a commencé sur un demi-intervalle de 400 haies, donc des haies à 17 mètres 50 si je ne m'abuse, avec un nombre d'appuis, 8 appuis, donc il se marchait dessus, et il faisait 5, 6, 7, 8 passages, à des vitesses voilà, pré-lactiques. Et puis j'ai fait, au fur et à mesure de la saison, j'ai fait augmenter cette distance. Il est passé à 18 mètres, à 19 mètres, et pour finir à 20, je sais plus, 20 mètres 50 pratiquement. Donc on a gagné 2 mètres sur l'intervalle, avec le même nombre d'appuis, donc par appui il gagnait X centimètres, sans avoir l'impression de forcer. Dans le même temps qu'on étirait son psoas. Et il a gagné par la même, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus, de nombre de centimètres par foulée. Et il est passé de 48,60 à 48,12 cette année-là. En faisant pas plus de séances lactiques. Et en plus en s'amusant à faire des haies, donc vous avez à la fois du lactique et puis des haies de 91 voire 1 mètre. Donc on faisait aussi des haies dans la même séance. Donc ça peut être un truc, voilà, des trucs, quand on a compris les principes, on peut en inventer plein. Donc, je vous parlais de Christelle Préau tout à l'heure. Pendant un hiver, je lui ai fait faire du triple pour qu'elle passe sur l'appui, pour passer de son impulsion de hauteur à une impulsion de longueur. Elle est passée de moins de 6 mètres à 6,50 en un hiver. En valant 13 au 100. Donc là, vous avez dans le petit document comment les doses d'entraînement et comment passer d'un cadet à un junior à un espoir sur ce type d'effort, qui prépare vos lactiques ou d'effort, je répète, de vite. Pour moi, c'est de la vitesse prolongée. Et quand on dit ça, ça doit changer déjà dans l'esprit des athlètes. On regarderait les tableaux aussi, parce que généralement, ceux qui ont progressé au 4 et qui ont progressé en vitesse, ils n'ont pas régressé au 1500. Ce qui est le cas de Kevin actuellement, qui a gagné quasiment plus d'une demi-seconde sur 100 mètres et qui fait 48,15 sur 400 maintenant, alors qu'il fait difficilement 4,35 au 1500, alors qu'il faisait 4,17 en junior et il faisait 11,20 au 100 et il a fait 48,60. La marque de progression n'est pas bonne, alors tous ceux qui ont progressé au 4 dans le tableau de Jean-Yves, c'est ceux qui ont progressé un petit peu en vitesse, qui ont conservé leur qualité de pouvoir de 15. Donc on revient sur les transferts entre vitesse prolongée et aérobie qui ne s'arrêtent jamais. Donc ça, c'est le schéma que je vous ai fait là, rapidement. Tu montres les tableaux ou... Les tableaux Vous avez, non, t'as pas les tableaux de... des paires. Ouais. Mais c'était tout en haut là. Ah non, Non, c'est bon. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est pas ceux-là que je pensais. Voilà. Ils doivent pas être... J'ai vu le mot tactique. Tactique de 400. Oui, alors tactique de 400. J'ai eu plein de tactiques différentes. J'ai eu plein d'athlètes qui concevaient le 400 différemment. Tu avais Christian Mandrou qui venait du 400. Lui, il faisait un 200 vraiment à l'économie et il mettait un taquet au 200. Et c'était sa manière de courir le 400 et il faisait toujours le 48. Et puis, tu as des gars, tu ne peux pas leur enlever la tête, qui font le plus vite possible, puis ils font le dernier 100 mètres avec ce qui leur reste. Et puis des gens qui s'économisent tout le long pour éventuellement finir vite, mais ils finissent jamais vite. Donc, faut tester, il faut changer d'intention, on revient aux intentions aussi. Et puis il faut aussi parler de la tactique, pour moi, elle est liée à la technique de course. Et ça me fait rebondir sur l'échauffement de tout à l'heure, sur les enchaînements d'échauffement. Quand vous sortez du saut en hauteur, vous avez fait des courses d'élan de 2 secondes, 3 secondes, d'une certaine manière de course, vous n'êtes pas prêt à faire un 400, vous n'êtes pas prêt à faire un 200, ni physiologiquement, ni techniquement. Et puis quand vous avez affaire à des... Je parlais de Basile, parce que ça me marque encore maintenant, Basile, il fait 2,7 en hauteur, mais il a les pieds plats. C'est bizarre, hein. Vous avez déjà vu Basile Rolnin. Quand il marche comme ça, quoi. Il a les
qui est bouseux, il fait 2,7 en hauteur, mais sur 400 et sur 1500, mais il traîne ce pied-plat. Quand il va vite, ça ne se voit pas, donc en hauteur, ça ne se voit pas, ça saute. Et quand il est sur 400, ben, il s'épuise, parce qu'il y a trop de flexion. Donc lui, il faut absolument, je l'ai dit à Gaëtan, je l'avais dit à son coach, avant, il faut changer sa technique de course. Comme on a fait avec, j'en parlais tout à l'heure, avec Florian Geffouet, et puis comme Gaëtan a fait avec Gaël Caron. Et donc la tactique, elle est un peu dépendante de ça. Si tu traînes une grande foulée, ben, tu vas partir doucement. Et de toute façon, tu n'accéléreras pas, parce qu'il ne te restera pas de réserve pour accélérer. Donc tu vas faire, pour eux, tu vas faire 50 au lieu de faire 48. Donc il faut aller vers des techniques de course dans toutes les allures et chercher la technique qui correspond le mieux à une allure. Quand je vais au 11 au 100, ben, je suis à fond en 11 au 100. Si je veux faire 48, ben, c'est 12 de moyenne. Donc il faut, c'est 12 au 100 de moyenne. Donc il faut dans l'entraînement avoir des séquences de course à 12 au 100 où, bah tiens, une fois je fais un 100 mètres en amplitude, à 12 au 100, puis je vois ce que j'ai dépensé. Du coup, la course d'après, faites un 100 mètres, mais en fréquence. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Et puis peut-être que la vérité est entre les deux. Donc, tactique, il y a tout. Il faut tester. Il faut dire d'autres là-dessus. Bon, après, on va pas essayer de passer trop de temps aujourd'hui, mais vous avez plein d'exemples d'organisation, de progression et de progressivité de séance. Pour pas voir ce que j'ai déjà vu, moi, la même séance de lactique du mois de septembre, à l'approche des compétitions, c'est la séance type 300 plus 100 ou 2 fois 200 ou 250 plus 150, voilà, c'était figé. Donc moi j'ai mis en place une espèce de progression où il y a une vingtaine de séances sur X semaines, où chaque séance a le même but lactique, vitesse prolongée, mais avec des contenus un peu différents. Ça évite de... Ce que j'ai vu aussi, c'est 8 jours avant. Pardon ? C'est 8 jours avant. Au début, je peux juste c'est des questions qu'on me pose. Combien de temps avant tu mets la dernière séance pour récupérer. Là aussi, j'ai vu des différences, mais énormes. J'ai vu des étrangers, mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais s'ils sont propres ou pas. Et j'ai vu des étrangers faire une séance lactique vraiment. Moi, ce que j'ai souvent vu, c'est des athlètes qui sont blessés la dernière semaine. Ça aussi, c'est un problème. La séance de trop est plus préjudiciable que le manque de séance. La semaine avant. Des questions ? Vous le lirez, c'est pas le temps. Après, ben tiens, on va sur le travail avec Medicine Ball. Dans médecine, c'est autre chose. On travaille avec médecine. Medicine Ball. Médecine et Décathlon, c'est des blessures. Enfin, c'est ce que j'explique l'intérêt du travail avec Medicine Ball. L'intérêt technique, parce qu'on trouve tous les ingrédients des 3 lancers, voire des 4 lancers. L'intérêt physique, les chaînes croisées, de l'arrière vers l'avant, du bas vers le haut, et puis la multiplication la multiplication des jets. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur une séance à 4 ou 5, voilà, une séance de poids, vous faites 15, entre 12 et 15 lancers, pas plus. Souvent les athlètes ont l'impression de faire plus, mais c'est faux. Une séance d'une heure de poids, vous faites une quinzaine de lancers, pas plus. Alors que quand vous faites du Medicine Ball, ça peut arriver à en faire 10 fois plus. Donc c'est important de multiplier les gestes. Et puis de multiplier les différentes situations et surtout la progressivité des situations pour aller du simple au plus composé, au plus complexe.
de l'équilibre vers le déséquilibre et des appuis au sol vers l'éjection. Et l'avantage aussi du travail avec Medicine Ball, c'est que vous pouvez travailler tout seul face à un mur, travailler entre des séries de muscules. Dans la salle de muscule, il y a une glace ou il y a un mur, ben, vous faites une petite série de Medicine Ball tranquille, vous faites des éjections, vous faites de la technique qui ne brûle pas beaucoup d'énergie. Effectivement, si on fait une séance à deux, face à face, où on se tire la bourre, ouais, ça brûle un petit peu d'énergie. Mais tout seul, on peut se faire des petites séances tranquilles dans les récup. Ça permet même de récupérer mieux. Et la dernière phrase, pour moi, elle a de l'importance, c'est que le travail doit être réalisé toute l'année en adaptant le poids des engins suivant la période de l'année, justement, et la place de la dernière séance par rapport à la compétition. Sauf que la veille d'une compète, il vaut mieux faire une mise en situation de lancer plutôt que de faire des médecines d'eau. Quoique, on peut discuter. Ouais. La charge de travail, c'est un truc qu'on m'a demandé de faire pour un stage à Bourris. La définition de ce qu'on appelle la charge, c'est ce qui pèse matériellement ou moralement sur quelqu'un. Et pas oublier moralement. Parce qu'une séance, les jeunes, une séance que vous faites parce que vous êtes obligé de la faire, et que vous faites en traînant les pieds, ben, si on calculait en pourcentage son utilité, elle est utile à 20%. Une séance que vous faites parce que vous avez envie de le faire, est des fois utile à 120%. Entre les deux, là, ce qui pèse moralement, c'est pas la peine d'insister. Par contre, si, de temps en temps. Qualité de travail, intensité, concentration, investissement, bien sûr, c'est pour moi plus important que la quantité. Et l'exemple type, c'est Kevin. Kevin, il est capable de dire, tiens, je vais faire une séance de disque, il fait 4 jets, puis il s'en va. Et le premier à m'avoir mis le doigt là-dessus, c'est Blondel. Blondel, champion d'Europe, il a des délégations, lui, il faisait des séances, il cherchait un détail technique. Si, à son premier jet, si c'était réalisé, il n'en faisait pas deux. Il allait faire autre chose. Et ça, il l'avait appris très tôt avec son père qui était son protégé. Donc ça aussi, il l'avait appris très tôt. On a toujours peur d'aller vers ces problèmes d'investissement, d'intensité, de concentration, et quand on le fait, c'est souvent trop tard. Quantité de travail, durée, répétition, récupération, ben, bien sûr, après la phase où on travaille sur la qualité, il faut, plus on fait de quantité de qualité, on a de chance de réussir, jusqu'à s'arrêter quand il y a la fatigue chronique. Après, il faut réfléchir à chaque fois qu'on propose quelque chose à l'impact sur l'organisme de l'exercice, de la séance, de l'ensemble des séances, d'une compète et d'une saison. Une saison, elle peut être gâchée simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu un ensemble de séances, puis il y a eu un ensemble de compètes, ou l'inverse, il n'y a plus rien du tout. L'exemple type, c'est le mois de mai. Faites attention au mois de mai. Il y a le stage de Pâques, stage régional, stage de club, stage national, au mois d'avril. En général, il fait meilleur, mais le corps, c'est un peu comme la nature, il y a la sève qui monte, surtout en groupe, garçons et filles, il y a la sève qui monte, et on s'excite un petit peu, donc la situation de stage fait qu'on travaille plus, on est en pleine forme. Puis après, on revient en club, c'est le mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Les interclubs, entre les deux tours d'interclub, c'est les régionaux des profs combinés, donc deuxième tour d'interclub, interrégionaux des profs combinés, donc il y a 4 compètes qui suivent, où finalement, ben, on récupère la compète d'avant, et on prépare la compète d'après, et on s'entraîne plus assez. Donc ben, le mois de juin, il ne fait que descendre, on arrive au championnat de France, il y a plus ce qu'il faut pour tenir le championnat de France. Donc, chaque fois qu'on propose quelque chose, nous, entraîneurs, on doit penser à tout ça, l'exercice, oui, bien sûr, on propose, la séance, et surtout l'ensemble des séances, et puis les compètes. Ben, les compètes, il faut arriver à faire que les interclubs, ce soit une compète comme un entraînement, et pas une finalité. Et puis pour certains niveaux, alors forcément, quand vous avez dans un club quelqu'un qui